plus là aujourd'hui. C'est comment on peut, à un moment donné, faire que le mouvement social réapparaisse, se reconstruise. Et donc, c'est évidemment cette question du rapport de force, cette question de la confiance en soi dans notre camp social, et de comment arriver à commencer à retrouver des chemins pour réellement reconstruire ça. Parce qu'on a bien vu qu'il y avait eu le mouvement contre la loi travail l'année dernière, qui était un mouvement qui avait filé un peu la pêche, en tout cas ça avait donné de l'air quand même, parce qu'on sortait d'une période où il ne se passait rien du tout depuis longtemps, enfin rien au sens lutte d'envergure nationale. Donc là il y a eu quelque chose d'important, une confrontation directe avec le gouvernement, avec les patronats. On a vu qu'ils ont un peu tremblé quand même le gouvernement. Valls il n'était pas si à l'aise que ça. La preuve c'est que le 49.3 c'est parce qu'il n'était pas capable de faire passer sa loi autrement que c'était prévu de faire d'ailleurs au Parlement, en discussion, amendement et tout ça. Non, le mouvement social il a perturbé ça et il a obligé le gouvernement à répondre violemment, entre guillemets, d'une certaine forme de violence en disant mais c'est le 49.3, on ne discute pas, il s'impose. Donc ça a montré ça, un pouvoir qui était quand même finalement fragilisé et pas capable de faire autrement. Et puis on a vu aussi toute la violence patronale, ou la violence de ce camp social à la télévision, sur les lignes debout, sur... c'est quoi ce bruit Vous entendez? Parce que moi ça me... Il y a du Larsen là. Ouais, voilà, c'est ça. Même quand on parle pas, il y a des... Ah bon. Ok. Donc on a vu tout le mépris social qu'il y avait, tous ces gens, tous ces chroniqueurs, tous ces patrons de Gattaz qui disaient ce sont des terroristes, des syndicalistes, vous vous rappelez, Valls, Macron, on a eu quand même, on voyait bien tout ce langage, tout ce mépris social qui s'exprimait, c'est là où il ne s'exprime pas que dans Ruquier quand je suis invité, mais il s'exprime en réalité en permanence. En permanence, il y a le mépris social. Les syndicalistes, quand ils étaient invités, c'était juste pour qu'ils s'excusent de la violence qu'il y avait dans les manifs. Parce que c'est bien connu, la violence, c'était les manifestants. C'était à aucun moment la police surarmée, surprésente, qui entourait tout le monde, qui a pratiqué une politique de brutalité permanente. Et non, c'était toujours les manifestants qu'il fallait qu'ils s'excusent de cette violence-là, à l'hôpital Necker, et tout ça, enfin voilà, tout ce qu'on a pu voir comme trafic dans l'information. Donc voilà, donc on a vu ça, ce mépris-là, on a vu une confrontation, on a vu ce que ça voulait dire finalement combattre, je vais finir par... Oui. Vous entendez quand je parle comme ça? Oui. Donc on a vu cette violence-là, et c'était qu'une loi qui disait, enfin c'était le combat contre une loi qui facilitait les licenciements ou qui aggravait un peu les conditions de travail et la précarité. C'était pas une loi qui demandait l'interdiction des licenciements. Je dis ça, c'est pour relativiser, c'est-à-dire que le patronat et le pouvoir, ils n'étaient même pas capables d'accepter une discussion sur une loi qui finalement... je ne dis pas qu'ils auraient pu s'en passer parce qu'ils en ont besoin, mais ils auraient pu trouver un compromis. Non, non, il a fallu que ça aille jusqu'au bout. Et le jusqu'au bout, c'est le 49.3, c'est la violence policière, c'est la répression judiciaire. Et il faut voir les moyens qu'ils ont mis, qu'ils se sont donnés pour empêcher la contestation. Et c'est important à comprendre parce qu'en fait, ce qui les inquiète, c'est qu'à un moment donné, toute la propagande ultralibérale qui vise à nous faire taire, qui vise à faire qu'on subisse et qu'on accepte l'austérité, ils ont quand même peur que, malgré tout, il y ait des foyers de résistance et que ces foyers de résistance, comme c'est très contagieux la résistance, ça puisse relancer une mobilisation sociale profonde et que finalement les manifestations comme on a vu, ça pouvait être le début d'une nouvelle période de contestation sociale. Et parce qu'ils ne le voulaient pas, ils ont mis tous les moyens qu'il fallait pour stopper, pour briser, pour casser, pour faire peur, pour intimider. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et donc aujourd'hui, évidemment, le mouvement il n'a pas été assez fort pour empêcher la loi de passer. Mais ceci dit, le mouvement il a eu assez de force pour remettre au goût du jour les idées de la lutte. Il a été assez... Mais ouais, en fait, il faut vraiment l'éteindre le truc. Il a été assez fort pour remettre les idées de la lutte en avant et montrer qu'en fait, on était encore capable de relever la tête et qu'on était capable de remanifester, de refaire grève et de poser des problèmes politiques et de dénoncer les politiques d'austérité. Et en plus, on a pu démontrer que la classe ouvrière, finalement, elle existe encore. Alors la classe ouvrière au sens large, mais on a vu avec les grèves des cheminots, avec les grèves des dockers, des raffineurs, y compris dans les centres de déchets, dans les déchetteries ou les éboueurs, on a vu cette capacité qu'il y avait à agir et à perturber le fonctionnement économique. Et du coup, on refait la démonstration qu'on représente une force quand on se bat, quand on est solidaire, quand on est collectif. Et ça, les patrons ne veulent pas qu'on en reprenne conscience. Il faut absolument nous mettre du brouillard dans la tête. Il faut absolument qu'on ne comprenne rien. Et c'est ça le danger qu'il y a. Donc en fait, il y a un véritable rapport de force, une volonté de casser, de briser, et qui est le résultat de cette politique-là. Donc nous, on a intérêt à s'appuyer sur ce qui a été positif. Et ça, c'est positif.
Mais un peu comme la révolte ou les émeutes en Grèce, ça montrait aussi cette capacité de la population à relever la tête contre l'austérité. En Espagne, on avait les indignés, ou aujourd'hui en Belgique ou en Angleterre, il y a des vagues de grève, des manifestations, y compris contre des lois qui sont la même que El Khomri, parce qu'en fait la loi El Khomri, elle existe dans beaucoup de pays européens, elle ne s'appelle pas pareil évidemment, hein, parce que tous les ministres ne s'appellent pas El Khomri dans tous les gouvernements, mais en Belgique, ça s'appelle la loi Peters. C'est exactement la même. C'est à peu de choses près de la même. C'est la même logique, la remise en cause du code du travail, l'inversion des normes. Enfin, vous savez, tout ce qui a été tenté et qui a été mis en pratique un peu maintenant. Et en Italie, c'est la loi Job Act. Et en Angleterre aussi, même si en Angleterre, ça fait longtemps qu'ils ont réussi à remettre en cause pas mal de choses. Mais enfin, il y a de la contestation sociale. Et ça, c'est contagieux. Et donc nous, ce qu'on a envie de discuter, c'est ça. C'est comment, à partir de ça, on peut discuter de la force qu'on est, comment on peut reconstruire tout ça, et comment on peut discuter qu'en fait, l'objectif politique, ça sera bien de bloquer l'économie, ça sera bien d'aller vers des grèves reconductibles, vers des grèves générales, vers une mobilisation large de la population, et qui arrive à allier tous les combats. Et c'était ça, Nuit debout, qui était intéressant. Dans Nuit debout, il y avait ce côté aspiration sociale à autre chose, le refus d'un monde qu'on nous impose. Hein, on est obligé de baisser la tête, il faudra accepter le racisme, il faudra accepter la fermeture des frontières, les immigrés dehors, il faudra accepter les licenciements. Et Nuit debout, ça représentait l'inverse, une sorte de bol d'air, on dit tiens, mais il faut qu'on respire. Et donc il y avait ce côté-là, la lutte contre les projets destructeurs contre l'environnement, la lutte antiraciste, parce que la solidarité avec les migrants à Calais s'était exprimée dans les Nuits debout, enfin il y avait tout ça. Et puis les luttes sociales, les luttes pour l'emploi, les luttes pour le progrès, pour les droits des travailleurs. Donc c'est